Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, le live démarre. Je vérifie que toute la technique est opérationnelle. Hop. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez me préciser si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Vous pouvez écrire dans le chat sur votre droite. Vous avez un encart chat dans lequel vous pouvez me préciser si tout est bon d'un point de vue son et d'un point de vue image. OK, super. OK, merci Valentina. Trop bien. Merci Gérard. Impeccable. Hop. Alors, on va commencer dans quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Mais en tout cas, ça me rassure de voir que tout va bien au niveau technique parce que c'est une nouvelle plateforme pour moi. Donc, il y a toujours un petit enjeu. Hein, pour ceux qui animent régulièrement des réunions en visio ou des webinaires, vous savez à quel point la technique est un, est un sujet. Hop, voilà, ça arrive progressivement. Super, super, super. Alors, l'objectif de ce midi, de cette pause déjeuner, enfin, en tout cas un petit peu avant le déjeuner, c'est de parler du sujet qui est le suivant: compétente mais pas entendue, ce qui se joue vraiment à l'oral. Parce que vous êtes nombreuses à ressentir ça, cette notion de, voilà, je me sens compétente, je sais que je suis une sachante, mais pour autant, quand je m'exprime, je ne sens pas qu'il y a cet impact en face, je ne sens pas qu'il y a autant d'écoute que ce que je voudrais. Donc on va voir ensemble ce qui se joue. Alors pour vous expliquer, donc comment ça va se passer, alors je vous remercie donc de m'avoir dit qu'effectivement d'un point de vue technique c'était bon. Je vous ai mis la petite icône d'un papier et d'un stylo pour vous mentionner que le chat est donc présent pour vous me poser toutes vos questions tout au long de ce live, parce que l'idée c'est que ce soit pas pas qu'un monologue et qu'il puisse y avoir de l'interaction entre nous. Et justement pour commencer ça, moi, j'aimerais beaucoup savoir, eh bien, justement, qui vous êtes et ce qui vous amène aujourd'hui à vous connecter ce midi avec moi pour parler de cette problématique. Et donc, je voudrais que vous me partagiez dans un seul et même message, si vous le pouvez. En premier, quelle est votre fonction, votre activité? Voilà, si vous êtes, je ne sais pas, par exemple, DRH, si vous êtes chef de projet, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes, voilà, quel type d'activité vous menez. En deux, dans quel contexte vous êtes amené à prendre la parole et quels sont vos enjeux? Donc, si c'est par exemple plutôt de l'animation de réunion, si c'est plutôt plus sur scène face à un immense parterre de personnes, si vous êtes plutôt dans du tête-à-tête assez stratégique, si vous êtes à votre compte, si c'est pour faire, je ne sais pas, des pitchs ou des présentations d'activités. Voilà. Quel est dans quelle situation vous êtes amené à prendre la parole et puis qu'est-ce qui vous challenge? Bien évidemment. Et en 3, quel est votre obstacle? Parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est qu'il y a voilà, quelque chose une sorte de friction, quelque chose qui gêne encore. Eh bien, ce serait quoi votre obstacle, votre premier obstacle pour prendre la parole aujourd'hui en étant la plus sereine et la plus impactante possible? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une limite à ça? Où se situe le blocage? Où se situe le frein? Et puis si l'obstacle est pas évident à formuler, ça peut être plutôt sous forme d'objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Quel état, quel état projeté vous souhaitez vivre? Donc vraiment, mettez ça dans un seul et même message pour que moi, je puisse plus facilement vous apporter mes retours, vous apporter mon regard et que je puisse aussi adapter ma présentation en fonction de vos situations personnelles, bien évidemment. Comme ça vous sera le plus utile. Alors, Caroline DG, l'objectif, donc, c'est de pouvoir prendre la parole devant une assemblée générale. Donc, on est sur un gros volume de personnes. Hop, donc environ 150, avec un obstacle numéro 1 qui est de garder son calme. Super, merci beaucoup Caroline, on a eu l'occasion d'échanger. Merci d'être là ce midi. Et oui, l'objectif de garder son calme, c'est effectivement crucial pour pouvoir avoir cette assise et pouvoir dérouler votre discours en étant la plus sereine possible et donc la plus impactante possible, effectivement.
calme devant les râleurs. Oh, merci pour cette précision. Parce que c'est sûr que le public n'est pas toujours, comment on peut dire ça? Le plus sympathique possible ou parfois effectivement il peut y avoir des revendications et donc comment on gère ça? C'est pas toujours évident. Tardy, alors j'ai pas votre prénom, donc vous êtes entrepreneur dans un contexte de réseau avec comme enjeu donc de trouver des clients. Oui, ça effectivement, pour trouver des clients, prendre la parole est important et donc vous précisez: «Je pense que je ne suis pas assez rassurante, confiante, battante». OK, donc ce serait plutôt dans un obstacle dans la façon, dans votre état d'esprit, le fait de vous montrer confiante, le fait de vous montrer battante. Je veux bien que vous précisiez dans quelle, confiante par rapport à quoi, battante par rapport à quoi? Est-ce que c'est dans vos mots, dans votre argumentaire, dans votre façon d'aborder l'événement? Voilà, plus vous me détaillerez, plus ce sera précieux pour moi. Sophie, je reconnais le nom de famille, hein, je me permets de nommer Sophie, donc dans la direction commerciale. Prendre la parole avec impact lors de CODIR et COMEX, gérer ses émotions. En termes d'obstacles. Là aussi, Sophie, ça peut être intéressant de voir, de quel type d'émotion, je me permets de te tutoyer comme on se tutoie, de quel type, d'émotion tu parles, dans quelle situation précise, parce que, bah, bien sûr, les émotions peuvent être un très bel, atout pour embarquer notre auditoire. On peut s'en servir vraiment pour, s'en servir à notre avantage. Maintenant, voilà, allez voir, ça peut être intéressant d'aller voir dans quel type d'interaction ou dans quelle situation les émotions peut-être là, j'imagine qu'il peut y avoir un trop plein, mais là, si je fais une supposition, donc voilà, je veux bien que tu précises, quand, face à qui? Est-ce que c'est dans le avant? Est-ce que c'est le pendant? Est-ce que c'est l'après aussi? Parce qu'on sait combien l'après peut être aussi, riche en émotions avec ce petit discours intérieur qui tourne, où on se refait le match, vous savez, où où on revoit ce qu'on a fait, moins bien fait, ce qu'on aurait dû faire: «Ah, j'aurais dû dire ça». Souvent, il peut y avoir ça aussi qui se joue. Alors on a aussi Caroline, directrice en cabinet de conseil dans la finance, amenée à animer des conférences sur scène. OK, soutenance de propositions commerciales, super. Et j'ai une forte appréhension avant de prendre la parole. Une fois lancé, c'est OK. J'ai des types de langage, ah ça doit être des tics de langage que je souhaite gommer. Alors ça, les tics de langage, effectivement, je pense que vous n'êtes pas la seule. On est très nombreux et nombreuses à en avoir et c'est vrai que plus on les gomme, plus ça nous donne une finesse dans l'expression et une facilité à être écouté. Donc c'est vrai que là, on arrive dans du travail de précision qui est tout autant intéressant et donc vous dites, c'est plutôt, sur l'avant, l'appréhension avant, parce qu'une fois que vous êtes lancé, ça va, mais l'avant, là, il y a beaucoup d'appréhension. OK, hyper intéressant. Hyper intéressant. Anne, merci pour le prénom. OK. Ensuite, Valentina, chef de projet marketing et communication, participe souvent à des réunions transversales et l'obstacle, c'est l'introversion. OK. Dans une entreprise d'extravertis qui n'écoutent pas toujours les autres. Alors ça, je pense que vous n'êtes pas la seule et combien je me bats systématiquement, non, c'est pas mon combat quotidien, mais j'aime, rappeler à quel point les introvertis ont leur mot à dire et à quel point ils peuvent être même souvent plus impactants que des extravertis qui pourraient partir dans tous les sens et, vous savez, papillonner et parler fort, là où des introvertis vont être plus ancrés, plus précis, plus réfléchis et donc peut-être plus fins dans leur prise de parole. Donc effectivement, mais voilà, comment au milieu de cette, je veux dire de cette jungle, même si c'est un grand mot, mais comment au milieu de cette population plutôt extravertie, vous pouvez vous tirer votre épingle du jeu et être quand même écouté. Et là, il y a vraiment des clés de posture qui seront capitales pour qu'effectivement les autres voient que oui, vous existez et oui, vous avez votre mot à dire. Ensuite, nous avons ton prénom m'échappe, c'est fou. Paysagiste, décoratrice d'intérieur, présentation de projets à des clients, groupe de 8 personnes en animation d'atelier. OK, donc plutôt un petit groupe et l'obstacle, ce serait de réussir alors obstacle ou peut-être plutôt l'objectif, faire rêver mes clients, être confiante pour défendre mon projet dans mon argumentaire. OK, super. Très clair, merci beaucoup, parce qu'effectivement, mais oui, plus vous serez confiante, plus vous serez sûre de ce que vous présentez, plus vous serez convaincue vous-même, plus vous serez
convaincante dans vos mots et dans votre façon de le dire. Donc c'est très, très clair, merci beaucoup. Ryan, en recherche d'emploi et c'est au cours d'entretien ou pendant l'entretien que je cherche des tips. C'est peut-être pas la bonne réunion. Bah, écoutez, il y aura toujours, il y a toujours des choses à prendre. Après, à vous de voir si c'est le le bon endroit pour vous ou pas. Ce qui est sûr, c'est que pour une recherche d'emploi, au moment d'un entretien, il y a de l'enjeu et donc qui dit enjeu dit pression et là, ben, plus vous avez travaillé cette posture et plus vous avez travaillé votre, bah, tout ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette, masterclass, plus vous serez, vous, sereine et donc convaincante pour montrer que vous êtes la bonne personne pour le poste. Donc, bon, voilà, il peut toujours y avoir des choses à prendre. Et oui, correction automatique. Okay. Oui, Laurence, merci. C'est bon, j'ai remis les. Je vois très bien ton visage et puis j'avais du mal à remettre le prénom. Merci beaucoup. Alors super, ça va me permettre moi de pouvoir, beh, justement bien ajuster et puis vous donner des cas concrets, qui pourront faire écho à ce que vous vivez et puis à la fin, de cette masterclass, je reviendrai sur vos situations, individuelles pour vous donner, voilà des clés et puis, vous présenter des cas, auxquels je pense qui pourront vous servir. Alors, hop, ma petite souris. Voilà, super. Alors, pourquoi cette conférence? Pourquoi ce sujet me tient autant à cœur? Eh bien, c'est parce que moi, tous les jours, je rencontre des femmes brillantes. Alors, je vais beaucoup parler au féminin, même si je sais que, messieurs, je sais qu'il y en a parmi nous, vous pouvez tout à fait être concernés et il m'arrive aussi d'accompagner des hommes. Je pense que je vais quand même faire l'accord au féminin pour cette, fin de matinée parce que la majorité des personnes qui viennent me voir sont des femmes qui, justement, sont vraiment brillantes, qui se savent compétentes et qui pourtant voient qu'il y a un décalage entre qui elles sont au fond d'elles-mêmes et ce qu'elles montrent à l'extérieur, ce qu'elles montrent et ce qu'elles osent montrer. Et c'est là tout ce c'est là où c'est fascinant, c'est que très souvent, il y a de la peur qui arrive. Il y a ce discours intérieur qui vient, juger, qui vient nous dire: «Mais en fait, je me sens pas assez pertinente, je me sens pas assez intelligente. Est-ce que j'ai été assez fine? Est-ce que j'ai été assez, parfois assez sharp, assez, enfin voilà, ça va dépendre de notre contexte et de nos objectifs comme vous l'avez listé là. Mais il y a très souvent cette notion de: «Est-ce que je suis assez?» et puis juste après: «Est-ce que j'ai pas été assez trop? Est-ce que j'ai pas été trop non plus?» Et il y a cette dualité entre: «Ah, je sens à l'intérieur que j'ai plein de choses à dire et je voudrais pouvoir les partager et pour autant ce qui sort de moi, ce que je dégage et ben, c'est pas à la hauteur de la valeur que je m'attribue». Et ça, et ben ça, c'est une vraie limite parce qu'aujourd'hui, les opportunités auxquelles on a accès, elles dépendent de ce qu'on voit de nous. Elles dépendent de ce qu'on montre de nous. Notre parole, notre posture, tout ça, ça va faire que on va avoir envie de nous suivre, qu'on va nous faire confiance et qu'on va, partir. Alors soit quand on est indépendant qu'on va partir avec nous ou soit, ben, quand on est, dans l'entreprise qu'on va avoir, plus d'opportunités, de nouveaux projets, prendre des responsabilités et cetera. Et à compétences égales, on voit bien que ce qui fait la différence, eh bien, c'est le style de la personne, c'est son énergie, c'est ce qu'elle dégage. Et c'est pour ça que c'est autant important de soigner cette expression, de soigner la façon dont on se montre au monde. C'est parce que vraiment, ce qui va faire la différence, c'est pas tant une compétence technique ou un CV, ça, ok, c'est très bien, mais ce qui va faire la différence, c'est vous, c'est ce qu'il y a en vous, à l'intérieur. Et si ce sujet me tient autant à cœur, c'est parce que moi, j'ai été cette petite fille, bien sage, bien bonne élève, qui a fait tout comme on lui a demandé de faire. Vous savez, qui a eu toutes ces injonctions de, hem: «Sois gentille, ne fais pas trop de vagues, n'exprime pas trop tes émotions, parce que la colère et la peur, tout ça, c'est pas beau, reste dans la joie». Sois, intéressante. Ne parle que si ça peut servir toutes les personnes autour de la table. Assez compliqué quand on est avec différentes générations autour de la table. Donc vraiment, il y a eu tout un discours comme ça qui fait que ça ne m'a pas aidée à pouvoir m'exprimer librement et c'est la rencontre avec le théâtre et l'improvisation théâtrale qui ont fait de la personne que je suis aujourd'hui, celle que je suis. C'est grâce à cet espace-là, d'autorisation ultime, de
permission et d'expression que j'ai pu réellement m'exprimer. Et c'est pour ça que dans ma première vie professionnelle, quand j'étais ingénieure, j'étais très sensible à la façon dont les personnes s'exprimaient. Et je voyais bien des directeurs de département réussir à embarquer tout un auditoire, tout un parterre de collaborateurs d'une même direction. C'est dans leurs mots qu'ils réussissaient à mobiliser cet engagement collectif. Je voyais bien à quel point des directeurs de projet réussissaient à débloquer, que ce soit des fonds ou des équipes pour pouvoir avancer ou mobiliser des personnes. On parlait tout à l'heure, je me souviens plus le prénom, mais quelqu'un qui parlait de management, transverse, de prise de parole en transversal. Et ben, il y a ça aussi, effectivement. Quand on arrive à être impactant, on arrive à mobiliser, différentes personnes autour de nous. Et une fois que je suis passée à mon compte en tant qu'indépendante, j'ai bien vu à quel point en fait, on n'a pas le luxe de pouvoir être moyenne à l'oral. Parce que les personnes vont nous juger, en tout cas vont se faire un avis, une idée de notre professionnalisme au travers notre expression, au travers ce qu'on dégage, au travers notre énergie. Ça se décide très rapidement. Parfois même, on a du mal à poser des mots, mais on dit: «Oui, c'est cette personne que je choisis parce qu'elle m'inspire confiance». Et pour inspirer confiance, eh ben, vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes, en étant, donc très aligné avec vous-même et en ayant cet engagement et cette énergie-là pour qu'on vous suive. En fait, plus vous allez déployer une présence orale qui sera impactante, plus vous allez pouvoir débloquer des opportunités. Que ce soit donc plus de clients, par exemple, si vous êtes à votre compte, ou plus d'opportunités dans le sens évolution professionnelle, quand vous êtes en entreprise. Est-ce que ça va dans le chat? J'ai toujours l'impression d'être une grande influenceuse quand je dis ça. Est-ce que dans le chat tout va bien? Est-ce que c'est clair pour vous? Et j'en profite pour boire un coup. Parfait. OK, yes, super. Impeccable. Alors je continue avec, le le concret, c'est-à-dire comment c'est bien beau, mais comment je fais pour que ma parole reflète ma valeur et reflète le niveau, dans lequel j'ai envie de jouer? Et bien, donc il y a cette conférence aujourd'hui dans lequel on va voir ce qui se joue vraiment à l'oral quand vous parlez, ce qui se passe quand l'enjeu monte, le coût aussi de la suradaptation, qui est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment et puis les 3 clés pratiques pour synthétiser tout ce que je vous avais raconté. Ça, c'est la première partie et puis, pendant les 2 semaines là qui viennent, moi j'ai débloqué mon agenda pour vous proposer des entretiens individuels, des rendez-vous de 30 minutes, offerts qu'on pourra faire, voilà, en tête à tête pour qu'on aille plus en profondeur sur votre propre situation, vos propres enjeux et ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez limité pour atteindre votre objectif. Et à ce moment, au moment de cet échange-là, on pourra voir, ben, si, ce que je vous ai partagé aujourd'hui peut s'appliquer à votre cas et comment et dans quelle mesure vous pouvez donc repartir avec un plan d'action très concret pour vous améliorer et puis moi, si je peux vous aider plus spécifiquement pour aller plus loin et ben, je vous dirai, comment on peut fonctionner et dans quelles conditions parce que j'ai plusieurs niveaux de soutien et d'accompagnement à vous proposer en fonction de votre situation et de votre besoin. Donc ça peut aller d'un accompagnement qui est ponctuel à 350 € vers un parcours qui est plus profond, qui sera de l'ordre de 650 € par mois. Donc là, on verra en fonction de votre situation, de votre besoin ce qui peut être, envisageable. Mais l'objectif, c'est que vous repartiez avec quelque chose de personnalisé parce que même s'il y a un chapeau commun, un sujet commun de, voilà, comment se montrer à la hauteur de sa valeur quand on parle devant des gens, ça c'est bien sûr la situation, enfin le chapeau commun. Maintenant, chacun et chacune d'entre vous aura un enjeu bien précis. OK, alors c'est parti et oui et alors j'ai pas fait l'imprime écran, mais du coup, vous voyez là sur le bandeau, sur la plateforme, vous voyez «Prendre rendez-vous», vous pouvez cliquer ici, c'est ouvert là, pendant que je parle. Restez quand même attentifs et attentives, mais sachez que, dès ce bandeau-là, vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, ce qui se joue vraiment à l'oral, parce que, bien sûr, quand on parle de prise de parole, très, très, très souvent, la première idée, c'est la peur, parce qu'il y a un danger. Enfin, il y a un danger. Notre corps
le vit comme un danger. Parce que s'exprimer face à des personnes, c'est prendre le risque d'être jugé. Vous savez, cette fameuse peur du regard de l'autre. Souvent, on vient me dire, j'ai peur du regard des gens. Alors, c'est assez large quand on dit peur du regard des gens, mais il n'empêche qu'il y a cette sensation de le jugement derrière. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si le groupe me rejetait? Parce que c'est ça, en fait, qu'il y a derrière. C'est la peur d'être rejeté, d'être invalidé par le collectif. Et ça, bien sûr, ça nous remonte au moment de la préhistoire, quand notre cerveau n'était pas encore complètement constitué et que notre reptilien réagissait comme, enfin, il y avait vraiment un enjeu de survie. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, c'est logique qu'il y ait une forme de peur. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est quand on parle de la peur du jugement des autres, il y a aussi la peur de son propre jugement. Et ça, souvent, c'est très fort parce que bien sûr, je vais avoir peur de ce que les personnes peuvent penser de moi, mais ce que moi, je pense de moi-même, est-ce que je me sens à la hauteur? On peut être tellement dur avec soi-même, tellement exigeante avec soi-même qu'on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Et ça, je pense que enfin, vous me direz dans le chat si ça vous parle, mais très souvent, en tout cas, les personnes que j'ai, en accompagnement me partagent cette difficulté-là. Comment je m'apaise? Comment je me trouve suffisante? Gros enjeu. Et donc, eh ben, quand je suis face à toutes ces peurs-là, un des un des réflexes, c'est d'aller travailler la technique, d'aller se préparer. Alors je dis pas que la préparation n'est pas à faire, au contraire, la préparation, c'est 80 du job. Mais à force de se préparer, elles se blindent, elles vont vraiment être dans le presque à écrire leur texte mot pour mot et à tout apprendre par cœur pour être sûre d'être performante et d'être parfaite. Mais il manque un élément essentiel qui fait que tout, tout peut vaciller d'un coup, c'est l'autorisation personnelle. Est-ce que, avant même de me préparer, avant même de poser les premiers mots sur papier, est-ce que je me donne le droit de me montrer, d'être vue et de m'exprimer? Et très souvent, ça part de là. Très, très, très souvent, ça part de là parce que je ne vais pas réussir à embarquer pleinement si moi-même à l'intérieur, je me freine. Vous voyez, c'est comme si j'appuyais sur l'accélérateur et le frein en même temps. Est-ce que je m'autorise suffisamment? Très, très, très souvent, on a tellement, en fait, on est consciente qu'on n'est pas parfaite, bien sûr, tout est perfectible. Mais du coup, à être si consciente de ça, je vais avoir tendance, sous couvert d'humilité, à me minimiser. Et à me dire: «Ben, oui, mais en même temps, je coche pas cette case-là, ça je l'ai pas complètement fait, ça c'est pas suffisamment, blablabla, blablabla» et j'ai tellement peur, à l'inverse, de devenir arrogante, de me montrer trop sûre de moi et de paraître, comme ça, cette personne, très, très qui se montre très supérieure, eh bien, je vais avoir tendance justement à me faire toute petite et à pas oser me montrer pleinement. Sauf qu'il y a une grande différence entre parler avec assurance et écraser les autres. Ce n'est pas du tout la même chose. Et réussir à se regarder objectivement, voir tout ce qu'on fait de bien objectivement, c'est une très, très grande compétence. Oui, je vois dans le chat le poids des croyances limitantes. Exactement. Et ça, on en a toutes et tous énormément. Et justement, moi, je voulais vous parler du cas de Bénédicte que j'ai accompagnée, qui est directrice, qui est DAF, directrice financière. Et quand elle est venue me voir, elle était vraiment dans cette énergie de j'ai besoin de prouver ma compétence. Elle était sans cesse, dès qu'elle s'exprimait face à des gens, donc quand elle allait rapporter au CODI ou quand elle était en réunion, tout ça, à chaque fois, elle intérieurement et du coup ça se sentait à l'extérieur, elle était en train de demander la permission d'être légitime. C'est ça en fait qui transparaissait dans ses phrases. Au lieu d'entrer dans la pièce, convaincue qu'elle l'était déjà. Et donc comme elle était dans cette logique de: «Ah, il faut que je prouve, il faut que je prouve, il faut que je prouve», et ben elle surpréparait. Ce qui lui demandait d'ailleurs un travail monstre. Elle faisait des nuits blanches avant un moment important, parce que bien sûr, qui dit enjeu dit pression, dit il faut que je me prépare. Et donc, elle était
elle était dans une telle préparation que sur le moment, elle n'était pas présente avec les autres, elle restait dans sa tête. Dans sa tête à se dire: «Je dois bien faire, je dois bien retranscrire ce que j'ai prévu, je dois prouver que je suis à la hauteur». Vous voyez ce qui peut se jouer là? À force d'être dans sa tête, elle était plus présente avec l'auditoire et donc très compliqué de rebondir s'il y avait des questions, très compliqué d'interagir, pour prendre en compte les remarques, très compliqué de s'adapter parce que parfois, vous savez, on vous dit: «Vous avez 15 minutes de présentation» et puis finalement, sur le moment, on vous en donne que 10. Comment on fait? Donc tout ça pour elle, c'était vraiment très difficile et puis il y avait une recherche de, trouver le mot parfait, le mot juste, d'être exhaustive. Parce que justement, elle devait prouver qu'elle était légitime et tout ça, ça la mettait dans une logique de saturation mentale qui faisait qu'elle en perdait la clarté aussi sur le moment. Donc ce qu'on a fait ensemble, c'est de travailler non seulement sur son discours intérieur, c'est-à-dire sa légitimité, qu'elle se donne elle-même le droit, qu'elle voit vraiment sa compétence et sa légitimité et ensuite qu'elle se donne le droit de l'exprimer. Et c'est ce qui lui a permis de simplifier aussi son discours, d'oser en dire moins pour en dire mieux. Parce que quand on est dans cette logique de devoir prouver, de montrer que: «Regardez, regardez comme je fais bien, regardez comme je suis légitime», en général, on en fait des caisses. Là, elle a réussi à simplifier son discours pour être beaucoup plus justement beaucoup plus claire et en fait, à partir du moment où elle est rentrée dans la pièce en disant en se présentant comme légitime, bah, c'était plus un sujet et d'ailleurs, pour l'anecdote, elle était très contente parce qu'après notre accompagnement, on lui a proposé d'animer une conférence. Là où, quelques mois auparavant, elle aurait tout de suite refusé parce que justement ça aurait tout, ça aurait exacerbé toutes ces difficultés. Là, elle s'est dit: «Ben, super, du coup, c'est l'occasion de mettre en application tout ce qu'on a vu» et le plus rigolo, c'est qu'elle a pris du plaisir en le faisant et qu'elle a adoré l'exercice. Tout ça parce que c'est parti d'une autorisation intérieure personnelle. Il me semble que les hommes ne se posent pas la question de la légitimité. Alors certains se la posent, mais c'est effectivement les études montrent que c'est surtout féminin, effectivement. Je fais cela aussi, je me rejoue 100 fois la scène avant de prendre la parole. Du coup, je n'écoute pas tout ce qu'il se passe avant. Et oui, exactement, à force d'être dans notre tête, on n'est pas présente dans la salle. Et ça joue énormément sur l'impact qu'on va avoir sur les autres. Plus je suis confiante dans la préparation que j'ai eue en amont, aussi, bien sûr, et dans ce que j'incarne et dans ce que je porte, plus sur le moment, je suis là. OK pour vous? Parce que je vois l'heure qui tourne et il faut que je passe au deuxième point. J'en profite. Hop, exact, j'apprends par cœur et je dépense beaucoup d'énergie. Et oui, parce que ce qui est terrible, enfin ce qui est terrible, c'est-à-dire que je dramatise, mais apprendre par cœur, ça peut rassurer. Parce qu'on se dit: «OK, c'est bon, je suis en maîtrise de mon contenu». Mais c'est très fourbe, parce que derrière, on a la peur du trou et le moindre imprévu nous déstabilise. C'est là où, de mon côté, l'improvisation théâtrale m'a énormément aidée et c'est ça que j'inculque aussi le plus possible dans mes accompagnements, c'est comment j'arrive à être sereine dans l'incertitude. Suffisamment convaincue par ce que j'ai à dire dans le fond. C'est à chaque fois je le dis, mais vraiment, ma prof de théâtre nous disait: «Vous connaissez votre histoire, vous saurez la raconter» et c'est pareil pour nous, aujourd'hui dans le monde professionnel. Quelle que soit notre activité, on connaît notre message. Faisons-nous confiance pour réussir à le retranscrire. Être sereine dans l'incertitude, ravie que ça vous parle. Alors, deuxième point, ce qui se passe dans le corps quand l'enjeu monte. Point essentiel, parce que vous le savez très certainement, peut-être que vous le vivez, dites-moi si ça vous parle. Quand l'enjeu monte, la pression monte, et là, le corps réagit tout de suite. Les palpitations, le cœur qui s'accélère, la voix qui tremble, qui passe dans les aigus, la difficulté à se poser dans le regard, l'ancrage qui devient beaucoup plus incertain, les tremblements. Tout ça, c'est des manifestations du stress, des manifestations corporelles. Alors, comment on fait? Et bien là, c'est typiquement le cas de Marie-Laure, qui était manager et qui est venue me voir, qui m'a dit: «Écoute Florence, je suis en difficulté
Je t'explique et donc je vais vous partager, son histoire. Hem, Elle avait très envie de pouvoir créer une business unit au sein de sa boîte. Elle avait la vision, elle avait la stratégie en tête. Vraiment, elle s'est dit: «Dans 2 ans, mon objectif, c'est ça et donc il faut que je puisse montrer à mes boss que j'ai les épaules pour ce rôle-là». Le problème le problème de Marie-Laure, c'était quoi? C'est que quand elle était en réunion, quand il y avait une présentation assez, stratégique, on pouvait la prendre pour une stagiaire, tellement elle ne se montrait pas suffisamment sûre d'elle. À cause de toutes les manifestations, dont je vous ai parlé juste avant, toutes les manifestations du stress et puis une posture, une minimisation, une alors elle était très généreuse, mais vraiment une façon d'être au monde très dans de à se faire petite pour laisser les autres briller. Donc très généreux en soi, mais sauf que ça l'avantageait pas du tout elle-même et donc le problème, c'est que je disais: «Mais elle, c'est rigolo parce qu'elle savait intérieurement qu'elle était compétente. Il y avait pas cette voix de: "Je ne suis pas légitime". Elle se savait compétente. Elle avait cette ambition-là. Par contre, il y avait la voix, d'ailleurs, de sa maman qui lui disait: «Mais tu es trop ambitieuse. Tu es trop ambitieuse pour une femme. Pour qui tu te prends pour rêver autant?» Donc là, il y avait une dualité à l'intérieur et elle savait que du coup, son leadership ne transparaissait pas quand elle était comme ça en collectif et vous imaginez bien que pour monter une business unit, elle en avait besoin. Donc elle s'est dit: «OK, mon objectif dans 2 ans, c'est de monter cette BU-là. Heu, il faut que je travaille dès maintenant sur ma posture et sur ma voix pour aller me positionner sur des missions stratégiques, petit à petit, pour qu'au bout d'un moment, mes boss voient que je suis la bonne personne pour le job» et donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'était un travail passionnant. Elle a pu travailler tout ce qui était, vous savez, les silences à la fin des phrases, pour asseoir un propos, pour montrer qu'on est là. Qu'on ne demande pas la permission, qu'on sait ce qu'on dit. Très, très grand travail. On a travaillé le fait d'assumer ses idées, ça va avec les silences. Je propose quelque chose, je le propose vraiment et ça se sent aussi dans le ton. On a travaillé sa posture, comment elle occupe l'espace. Plutôt que de se montrer au début de l'accompagnement d'ailleurs, c'était rigolo, elle avait plutôt une posture de, vous savez, petite souris, une posture assez fermée, assez voilà: «Bonjour, excusez-moi d'exister, excusez-moi de prendre la parole, non, non, mais allez-y, je vous en prie». Elle savait que ça la desservait et c'était plus fort qu'elle. Donc on a travaillé à cette ouverture, oser prendre l'espace, oser prendre la place et attention encore une fois, ça ne veut pas dire écraser tout le monde. Non, ça veut dire développer ma présence. Elle avait finalement le même discours, on n'a pas changé le fond, on n'a pas changé les mots, mais on a changé la façon dont elle les disait et je vous assure que l'effet était, enfin c'était le jour et la nuit. Au point que du coup elle a pu, comme je vous le disais tout à l'heure, poser différents jalons. Et elle m'a envoyé d'ailleurs un vocal la semaine dernière en disant: «Je suis super contente, j'ai eu une conversation avec mon N+2 pour lui présenter mes ambitions, mes prétentions». Il y a un côté négatif dans le mot prétention, mais en tout cas pour lui montrer ce que je visais et il a été, à l'écoute, il a été ouvert à ça et justement, il s'est rendu compte que j'avais pris de plus en plus de bouteilles ces derniers mois et c'est ce qui fait que là, on va se poser pour, poser, une feuille de route et voir comment on peut créer ce nouveau périmètre qui pourrait être le mien. Donc hyper contente et elle savait que sans ce travail préparatoire-là, on l'aurait jamais considéré. On aurait dit: «Mais attends, mais en fait, pour un job d'une telle ampleur, il faut quelqu'un vraiment qui ait les épaules» et elle n'a pas elle est pas montée en compétences de fond, en compétences techniques. Elle a fait ce travail de posture, d'engagement personnel, pour que ça se ressente au moment où elle parlait. Et quand on est en recherche d'emploi, bonjour l'enjeu. Ah oui, oui Isabelle, merci. Beh, oui, exactement. Quand on est en recherche d'emploi, il y a de l'enjeu énorme. Je pense que vous faisiez un c'était un commentaire de tout à l'heure que j'ai loupé. Effectivement, il y a de l'enjeu aussi. Je dois y aller, au plaisir de rééchanger. Bah, avec plaisir! Avec plaisir. Donc voilà, ça vous parle aussi cette notion de, voilà, manifestation dans le corps et du coup, comment prendre le dessus sur tout ça pour que justement ma valeur se ressente à l'extérieur? Hop. Bon, je vais continuer pour vous présenter le troisième point. Hop. Ah oui, retrouver du plaisir, je ne l'ai pas mentionné. Parce qu'effectivement, ce qui l'a aidée,
Marie-Laure, dans ce travail-là, c'est de se connecter à son envie profonde d'atteindre son objectif, au plaisir qu'elle éprouvait de présenter sa feuille de rouge, de présenter sa stratégie et de s'envisager dans ce rôle-là. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, quand il y a de l'enjeu, bien sûr, il y a de l'enjeu, la pression est là, mais au bout d'un moment, c'est le plaisir et l'envie qui va dépasser la peur que je ressens face à l'enjeu, qui fait que je serai impactante quand je parlerai à l'oral. C'est vraiment une question de curseur. L'enjeu ne baisse pas, l'enjeu est toujours là, la pression est toujours là. Mais ce plaisir que je ressens, c'est l'envie que je ressens que je ressens, l'envie que j'ai à atteindre mon objectif qui va être plus forte et qui fait que je vais y aller. La partie la plus difficile, ne pas rougir. Ah ça, Laurence, j'étais là, vraiment, si vous saviez, je rougissais systématiquement dès que je prenais la parole devant des gens, systématiquement. Le corps qui s'exprime. Et ouais, bon, il y a des choses là-dessus, mais on en reparlera. Troisième point, le coût de la suradaptation. Et alors ça, vraiment, parce que pour certaines, en fait, parler face à des gens, c'est leur quotidien. Elles le font quasiment tous les jours. Elles sont même à l'aise dans l'exercice. Même quand il y a de l'enjeu, elles arrivent à s'adapter, elles embarquent, on les trouve inspirantes, elles maîtrisent les codes, tout ça, c'est bon. Mais sauf qu'à l'intérieur, parfois, il y a une énorme dissonance. C'était le cas de Sophie quand elle est venue me voir. Sophie, elle était directrice des achats dans une grande maison de luxe et elle m'a dit: «Voilà, en fait, je suis épuisée. Je sais le faire, hein, je sais faire le show, je sais, je sais je sais embarquer mon auditoire, je sais, j'anticipe tout, je sais je vois les objections arriver». Vous voyez? Je vois bien, les réactions qu'il peut y avoir, les silences gênants et je suis là et clac, clac, clac et je me balade là-dedans. Mais je ressors vidée de ce type de présentation, de ce type de prise de parole. Je sais le faire, mais en fait, j'en peux plus d'avoir toujours un coup d'avance sur ce qu'on attend de moi. Parce que je suis non-stop en suradaptation. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, en elle, il y avait une sorte de précipitation, une urgence d'exister. Vous voyez? Regardez, je maîtrise, je sais faire. Elle avait besoin finalement, au travers de tout ce comportement-là, ce sur quoi on a mis le doigt, c'est le besoin, hem, c'est encore une notion de permission, avoir le droit d'être là, pour qui elle était, pleinement. Plutôt que d'être tout le temps en réaction, prête à assurer, coûte que coûte, à faire le show, tout ça. En fait, elle était tout le temps en démonstration et elle me disait: «C'est marrant parce que face aux gens, j'ai ce côté très dynamique, très punchy, je suis vraiment dans l'énergie et en même temps, j'ai une part de moi qui est douce, calme et je ne la montre jamais parce que j'ai l'impression que c'est moins impactant. Alors qu'au contraire, réunir ces 2 parties d'elle-même, c'est ce qui fait qu'elle a gagné en impact et surtout en énergie. Parce qu'assumer l'entièreté de sa personnalité avec ses ambivalences, bah ouais, en fait, je suis dynamique et je suis calme aussi. Et si je suis calme, ça ne veut pas dire que je vais endormir les gens. Loin de là. Ça veut dire que je vais apprendre à plus poser. Ça veut dire que je vais asseoir des silences. Ça veut dire que je vais pouvoir assumer ce style qui est le mien, non plus pour plaire aux autres, mais juste pour être là. Parce que oui, j'ai le droit d'être là. J'assume d'être assez. J'assume mes imperfections. Vous voyez tout ça? Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas besoin de surenchérir, de donner plus, d'elle tout le temps, vous savez, dans le il y a vraiment ce mouvement-là qui me vient. C'est le en fait, je donne tout le temps, mais je donne trop et on est revenu sur un truc très très identitaire de, en fait, je suis assez. Et donc, bien sûr, on a fait un travail technique, mais on a aussi fait tout un travail alors l'alignement, c'est un mot un peu galvaudé, mais vous voyez de en fait, j'assume qui je suis à l'intérieur et je suis OK avec le fait de choisir en conscience mon comportement face à tel ou tel type de personne, face à tel ou tel type de situation. Et donc, je joue ensuite avec ma facette calme, avec ma facette dynamique. Je sens quand c'est le moment d'intervenir ou pas.
de poser les choses, de mettre un silence, de donner plus de rythme, d'accélérer. Voyez? Tout ça ensuite, c'était fait bien plus consciemment et donc beaucoup moins énergivore. Et elle a réussi à faire la paix avec ces différentes parts d'elle-même, d'assumer aussi d'ailleurs un côté, un peu plus, elle me dit: «J'ai l'impression d'être un peu la saltimbanque ou un peu, un peu fofolle parce qu'elle est aussi sensible à des notions de spiritualité, de corps, de tout ça». Mais en fait, l'idée, c'est pas d'aller, tout dévoiler au grand jour et de dire: «Regardez, je me montre comme un livre ouvert». Non, c'est d'être pleinement à l'aise avec qui je suis, au fond de moi, pour ensuite voir où est-ce que c'est judicieux et ce qui est judicieux de montrer ou pas. Mais de plus le subir ou de plus le faire en réaction par peur de, vous voyez? Mais d'être complètement OK avec ça. Toujours une question de croyance, ouais. Ouais, ouais, bah, on part de là. Clairement, on part de là. Alors, est-ce que ça vous parle tout ça, cette notion de suradaptation? En fait, ce qu'on a fait avec Sophie, c'est de se reconnecter à une parole vivante. C'est je parle souvent de ça. Je dis en fait, très souvent on vient me voir aussi en prise de parole pour me dire: «Ah, j'ai envie de bien me parler, d'avoir des jolis mots, d'être éloquente», tout ça. Mais en fait, qu'est-ce qui a le plus de poids? Qu'est-ce qui va plus toucher les gens? Est-ce que c'est quelque chose de bien propre, bien net, j'ai même une image un peu figée avec ça, ou quelque chose d'incarné, une parole beaucoup plus vivante? Moi, c'est ça, en fait, que je prône. Alors j'avoue que si vous cherchez, une façon d'avoir la le mot parfait et l'expression impeccable, je ne serais pas la bonne personne pour vous, parce que vraiment, heu, pour moi, là où vous aurez le plus d'impact, où vous ferez la différence, c'est en ayant une parole vivante, c'est en vous lâchant aussi un petit peu la grappe. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce qu'on en a besoin dans ce monde. Alors après ça, c'est ma conviction personnelle, mais je j'invite le collectivement à ce qu'on se lâche un peu plus la grappe et qu'on incarne bien plus ce qu'on dit. Ça nous évitera des réunions soporifiques ou des présentations où on se dit: «Oh là 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 là, quand est-ce que c'est fini?» OK, je vois que ça vous parle, trop bien. Alors l'heure tourne, alors je continue. Donc en synthèse, ce que font différemment celles qu'on écoute, c'est quoi? Eh ben, en gros, il y a 3 clés. Elles ont des pensées soutenantes. Je vous parlais tout à l'heure de ce cas de, oh là là, une personne qui disait: «Je suis pas assez éloquente, je manque d'éloquence». Ça la limitait énormément pour pouvoir s'exprimer. Si je pars avec cette croyance-là, ah, effectivement, ça va être compliqué de pouvoir, être claire et que des mots adaptés sortent au moment opportun. Ça va être compliqué. Ou celles qui se disent, je une personne qui m'a dit un jour: «Ah, mais en fait, j'ai honte parce que je suis trop vieille pour être timide. À mon âge, je ne devrais plus avoir de problème». Elle avait la cinquantaine, elle me disait: «J'ai vraiment, ça ne devrait pas être un sujet de parler devant des gens alors que ça me tétanise». Et donc elle avait cette croyance de: «Ce n'est pas normal à mon âge d'en être encore là et d'être timide». Difficile de passer au-delà. Enfin difficile, bon ça se fait, mais difficile seul de passer au-delà de ça. Deuxième point, avoir un message clair et incarné. Et oui, parce que pour qu'on nous écoute, il y a besoin d'incarner ce qu'on dit et d'être clair. Je vous en parlais tout à l'heure avec cette recherche d'exhaustivité suprême. En général, on perd en substance quand on est comme ça, parce qu'on noie les gens dans trop d'informations. C'est un travail que j'ai fait un jour avec une directrice d'agence de communication qui était toute contente parce que enfin contente et flippée parce qu'elle avait un passage sur BFM TV, le lendemain. 3 minutes à l'antenne. Elle m'a dit: «Voilà, j'ai 3 minutes pour convaincre». Alors déjà, on a retiré l'enjeu de: «Oh, il faut que je sois convaincante», parce que sinon, la pression, elle était là. Et ensuite, tout le travail, c'était, comment je fais pour être claire dans mon discours? Et en 3 minutes, il y a pas d'autre choix que de faire des coupes. Bien d'accord. Sur quoi je choisis de m'exprimer? Je ne pourrais pas tout dire. Je choisis de donner cet élément-là. Et par contre, je vais le dire avec une telle conviction qu'on va m'écouter. Je vais habiter mes mots, voyez? J'ai 3 minutes, je vais les prendre et je vais les habiter. Je vais pas débiter à toute vitesse pendant 3 minutes, oh là là là, je balance la sauce. Sinon, personne ne m'écoutera. J'ai 3 minutes, je vais incarner mon message.
celui que je choisis de partager et je vais le faire tellement en fait, je suis tellement animée par ce que je dis, bah, qu'en face, ça va prendre. Mais il faut accepter de couper et ensuite la posture et la présence assumée. Ça, c'est la clé ultime, c'est-à-dire comment j'habite l'espace, comment j'accepte d'être vue. J'ai eu le cas en accompagnant par exemple des photographes, profil qui est souvent bien plus à l'aise caché derrière un appareil, ont d'ailleurs une de leurs grandes qualités, c'est qu'on ne les voit pas. Vous savez sur des mariages: «Oh là, c'est super, on n'a pas remarqué la photographe». Ah bah, ça leur va bien parce qu'en général, elles sont très fortes pour ça. Mais quand il s'agit de se vendre, enfin de se vendre, de se présenter face à un collectif, de se montrer, de donner envie à des personnes de leur faire confiance, bah, il y a quand même besoin de se montrer un minimum. Alors de se montrer, ça ne veut pas dire faire le show, mais juste montrer, bah, qui elles sont, partager leurs, convictions, la façon dont elles travaillent. Tout ça, ça demande d'assumer sa présence et donc ça se travaille. C'était le cas aussi pour, d'ailleurs c'était rigolo parce que c'était une conseillère en images qui m'a dit: «En fait, moi j'adore mettre en valeur les autres. Moi, je suis un métier de l'ombre, je mets en valeur les autres grâce aux couleurs, grâce au style, grâce à tout ça. Mais alors moi, pouvoir parler de moi, pouvoir prendre l'espace, ça me paraît insurmontable». Mais oui, très souvent, le sujet sur lequel on va travailler, il nous touche nous-mêmes. Et là, c'est pareil, c'était le cas d'une autre manager que j'ai accompagnée qui me disait: «Mais être debout en réunion, ça me fait des sueurs froides, quoi. Je préfère être assise au même niveau que tout le monde et avec plaisir Laurence. Je préfère être assise au milieu de tout le monde et montrer qu'on est une équipe collective ensemble. Mais dès que je dois être debout et assumer cette posture de présentatrice, c'est l'horreur». Bah, en fait, pourquoi c'est l'horreur? En fait, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur dans ces cas-là. Vous voyez? Ça veut dire qu'on a soit une posture, oui, bien sûr, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on se prend pour Beyoncé. Pour terminer ma phrase. Voilà, donc vraiment, je vous invite à vous poser la question si votre parole reflétait enfin tout ce que vous êtes vraiment. Et si ce que je vous ai partagé là, dans les différents points, si vous êtes reconnus dans certaines situations, eh ben, on peut en parler, ensemble. Donc prenez rendez-vous. Moi, je serais ravie qu'on voit, bah, justement dans plus de détails, ce qui peut jouer pour vous et ce sur quoi vous pouvez travailler pour avoir cette parole qui reflète vraiment votre valeur. Alors comme on a quelques minutes, je vais faire le avec plaisir, merci Caroline. Je vais revenir sur vos partages du début et comme ça on va pouvoir reboucler. Donc typiquement, voilà, quand on est dans un contexte de réseau pour trouver des clients, et ben, effectivement, il va y avoir une notion de posture face à un réseau, comment je prends l'espace face à tout un auditoire d'ailleurs, ça peut être un auditoire de prescripteurs, donc ça peut être hyper intéressant de montrer à quel point vous êtes la bonne personne dans ce que vous faites et puis, quand vous disiez, voilà: «Je me montre pas assez rassurante, confiante», il y a peut-être cette notion de discours intérieur justement à aller questionner. Qu'est-ce que vous vous racontez en fait? À quel point vous vous sentez légitime, à quel point vous vous donnez l'autorisation de prendre la parole, à quel point vous vous sentez compétente dans ce que vous faites aussi, à quel point vous êtes convaincue que ce que vous proposez aide vos clients, vos potentiels clients. Donc ça peut être une des clés. Ensuite, quand on est face à un codir, quand on parlait de gérer ses émotions, alors là, effectivement, Sophie, ça pourrait être intéressant qu'on en discute, qu'on en rediscute ensemble, parce que c'est tout un sujet, d'utiliser les émotions, nos émotions à bon escient pour pas se laisser dépasser par elles, mais pour justement en faire des alliés. Et en général, quand on parle de gérer ses émotions, c'est qu'il y a une sensibilité qui est derrière et donc vous devez avoir, ah bah, Sophie non, je dis «tu», c'est Sophie, on se connaît. Tu dois avoir cette facilité à capter ce qui se passe, à capter les enjeux, à comprendre. Vous savez, on parle souvent d'écoute au-delà des mots et donc tu dois cerner tout ça. Ça, c'est une vraie force. Ça, c'est une vraie force. Donc plus tu capitalises sur tes atouts, plus ça se ressentira ensuite
quand tu t'exprimes. Donc, voilà, on aura l'occasion d'en reparler peut-être, alors peut-être plutôt au téléphone justement parce que j'allais dire la semaine prochaine, mais on n'aura pas trop le temps, Sophie, quand on se voit en groupe. Ensuite, Caroline, directrice de cabinet. Donc, vous me partagiez le fait d'animer des conférences et que c'était surtout le avant de prendre la parole. Parce qu'une fois que vous êtes lancé, c'est bon. Donc, avant de prendre la parole, ah oui, parce que le avant de prendre la parole, mais vraiment, c'est 80 du job qui est fait quand on est dans cette phase de préparation. Et ben, comment ça se passe? Comment vous envisagez les choses? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous êtes justement sur cette notion d'enjeu? L'enjeu est là, l'envie de partager ce que vous avez à dire, elle est où par rapport à l'enjeu? Est-ce qu'elle est au-dessus? Est-ce que vous pouvez vous concentrer là-dessus justement pour que vous y alliez pour que ce soit le plaisir qui se sente plus que l'appréhension? Et puis les tics de langage, alors là, on pourrait en parler, ensemble parce que c'est aussi effectivement un sujet. Il y a des beaux exercices pour les travailler et la plus grande clé pour les tics de langage, ce sont les silences. Parce qu'un tic de langage en général vient combler un moment soit d'incertitude, soit de vide et on peut avoir très peur du vide et donc on n'ose pas faire de silence. C'est les fameux alors il y a plein d'autres tics de langage différents, mais quand on a des on va surtout travailler le silence. Mais on pourrait en parler ensemble parce que ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne et on peut vite avoir un déclic comme ça pour que ça améliore les choses. Ensuite, on avait Valentina qui participe souvent oui, c'était ça justement Valentina pour les réunions transversales avec le côté de l'introversion. Ça, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont résonné par rapport aux phrases que vous pouvez vous dire, par rapport à la posture, par rapport à la à la à la à l'enjeu que vous mettez dans la clarté de votre discours. Vous savez, à trouver le mot juste, parce que justement, plus vous avez l'impression de ne pas être écouté, plus ça peut représenter une montagne de prendre la parole. Donc là encore, si on s'appelle, on pourra avoir précisément le type d'interlocuteur que vous avez, quel type d'interaction il y a, comment ça se passe quand vous prenez la parole, comment ça se passe quand les autres prennent la parole, quel est le climat global et puis quel est l'enjeu derrière, quel est l'objectif. Parce que voilà, à prendre la parole, j'imagine que c'est pour faire avancer, les projets, mais voilà, qu'est-ce qui se joue derrière? Ça pourrait être intéressant qu'on en discute. Alors Laurence a dû, partir, donc je vais passer. Pour la recherche d'emploi, Ryan, j'espère que ça vous a apporté des clés, que ce soit en termes encore une fois, de discours intérieur ou de présentation. Voilà, comment vous donner confiance, comment vous donner envie aux personnes de vous suivre et de prolonger l'échange d'ailleurs, parce qu'en général, l'entretien d'embauche, il y a plusieurs rendez-vous, on rencontre plusieurs personnes, donc voilà, comment faire pour que vous puissiez rentrer dans le process. Je regarde, voilà, j'ai à peu près fait le tour. Hop, voilà, je vois, je partage exactement ce besoin d'avoir le droit d'exister tel que je suis, hein. Oui, mais tu n'es pas seule, vraiment. Ça fait très Marine Leonardi de le dire comme ça, mais vraiment, vous n'êtes pas seule. C'est assez systémique en plus comme sujet, donc c'est pour ça que c'est important qu'on s'empare de la question et qu'on y travaille parce que en fait, on rend service à tout le monde en s'autorisant le droit d'exister. On se rend service à nous-mêmes, mais aux autres femmes qui nous entourent et puis aux générations futures. Donc c'est vraiment, c'est un cheminement, tellement, tellement beau à faire. Avoir le droit d'être là, sacrée question et oui, effectivement, sacrée question. OK, trop bien. Alors je crois que j'ai à peu près rebondi sur tout. Dites-moi dans le chat si vous avez d'autres, s'il y a un cas que j'ai pas parcouru. En tout cas, vraiment sentez-vous libre donc de prendre, de réserver un créneau si toutefois il y en a un qui est disponible, en fonction de vos impératifs aussi personnels et professionnels. Je me ferai une joie de discuter en tête-à-tête avec chacune d'entre vous pour aller voir ce qui se joue. Merci d'avoir parcouru chacun des étapes. Avec plaisir, Isabelle. C'était un des objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, que chacune puisse voir justement voilà, encore une fois, on parle d'un sujet général qui touche tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais qui touche beaucoup de personnes, mais vous avez chacune vos spécificités. Donc voilà, je me ferai une joie d'en discuter avec vous. Je vais clôturer ce live pour que vous puissiez
poursuivre votre journée le plus sereinement possible. J'espère que ça voilà, que ça va pouvoir, cheminer tranquillement, que ça vous aura éclairé, peut-être même créé des déclics. Je serais ravie d'avoir vos retours. Merci, merci Sophie. À bientôt pour celles, et ceux que je verrai en tête-à-tête et puis, bonne suite à vous toutes, à vous tous. C'était un plaisir pour moi de vous partager tout ça. À bientôt, à bientôt. Super. Hop et je vais déconnecter. Pour celles et ceux qui ont vu le replay, j'espère que c'était tout autant apprenant et encore une fois, si vous avez un besoin d'aller regarder spécifiquement votre situation, allez voir sur mon profil, LinkedIn par exemple, vous aurez un lien de réservation où vous m'écrivez en MP et puis on trouvera un moment pour échanger. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute et votre participation. C'était un vrai plaisir pour moi. Merci.